Ça fait des bien, mesdames, messieurs. Bienvenue à tous. Oui, nous restons dans l'impasse en ce qui concerne Doha, le dialogue inclusif incertain. Quelle perspective pour la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo? C'est la thématique que nous allons aborder aujourd'hui avec des invités. Nous avons M. Thierry Mukelekele, expert en géopolitique. Bonjour et bienvenue à vous. Nous avons M. Jean-Baptiste Kassekwa, député honoraire et membre du parti SID. Bonjour et bienvenue à vous également. Nous avons aussi M. Silver Bossois, secrétaire national du Parti communiste en République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue à vous. Merci. Aujourd'hui, justement, l'on revient sur cette situation après 3 ans et 5 mois de l'occupation de Bunagana. Oui, on n'en parle peut-être plus comme avant, mais oui, ça fait exactement 3 ans et 5 mois que cet espace de la République démocratique du Congo, bien d'autres, dont Goma et Bukavu, est sous occupation. Aujourd'hui, on revient sur cette question du dialogue, mais également des consultations, parce qu'on se dit finalement, qu'est-ce qui va permettre de décongestionner cette situation sécuritaire en République démocratique du Congo, qui plus est dans la partie est de la RDC. Monsieur Thierry Mukelekele, on commence par vous justement. Comment contextualiser ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo? Merci madame, je salue l'honorable et comment? Monsieur le secrétaire, monsieur Bossois. Monsieur Bossois, secrétaire général du parti communiste. Et je salue ceux-là qui suivent Télé 50 et ça fait débat. Je crois que nous avons là un problème que nous avons évoqué très souvent, où nous invitions les autorités de Kinshasa, notre gouvernement, de revenir en interne pour que nous essayions de trouver des solutions. Et le gouvernement a toujours fui derrière la plateforme Union Sacrée, dit qu'il n'y a pas un besoin imminent pour que les gens se retrouvent et que les gens parlent. Or, dans le gouvernement, il y a des gens qui ont vécu ces événements. Et en dehors du gouvernement, il y a des gens qui ont vécu ces événements. Ceux du gouvernement ne veulent pas dire la vérité au président de la République. Ce sont eux qui bloquent l'échange entre le président et ceux-là qui estiment qu'il faudrait qu'ils apportent quelque chose pour que le président arrive à s'en sortir. Mais la vérité, c'est quoi, justement? La vérité, c'est que le problème aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui ne veut pas comprendre qu'il faut parler avec tout le monde pour résoudre la question de l'Est. Ceux-là qui vont parler sur le sujet de l'Est, heureusement que nous avons l'honorable ici, je pensais que lui pouvait être dans une des commissions, si pas nommé officiellement, mais au moins accompagné, Madame Kaikwamba, parce qu'eux, ils ont l'expertise de l'Est. Mais regardez tout autour d'abord de Madame Kaikwamba, qui a l'expertise de l'Est. Dans le gouvernement, nous avons l'ancien gouverneur Julien Paluku. Moïndo Zangui, on peut parler, mais lui n'a pas l'expertise comme Julien Paluku. Mais que dit Julien Paluku au président de la République? De ce qu'il a vécu, de comment est-ce qu'il s'était comporté vis-à-vis du M23. Et quand le président honoraire dit que l'ancien M23 n'est pas le nouveau, lui, il a vécu, Julien Paluku, l'ancien M23. Lui a même négocié pour que réellement que les M23 viennent à la table de pourparler. Mais aujourd'hui, lui, Julien Paluku, laisse le président dans cette optique-là d'écarter les gens de M23. Vous parlez déjà des 3 ans et 5 mois de Bunagana. Nous sommes déjà à 10 mois de Goma, 9 mois de Bukavu, sans parler des autres contrées qui étaient prises après Bunagana ou pendant que Bunagana était pris par les rebelles. Et les autres pays qui étaient déjà dans notre pays sans que qu'ils ne soient déclarés envahisseurs. Nous nous sommes focalisés seulement au Rwanda. Mais l'Ouganda était déjà dans notre pays. Et l'Ouganda, quoi qu'il pose des actes avec le gouvernement, mais l'Ouganda pose des actes en dehors du gouvernement. En laissant entrer le M23 par Bunagana, c'est l'Ouganda, ce n'est pas le Rwanda. En laissant la réouverture de ses frontières, ce n'est pas le Rwanda, c'est l'Ouganda. Et l'Ouganda vous dit que non, nous nous ouvrons de notre côté
nous n'ouvrons pas du côté congolais. Mais de votre côté, ceux-là qui traversent, ce sont ceux-là qui ont des problèmes avec le pouvoir de Kinshasa. C'est pourquoi nous avons toujours plaidé auprès du chef de l'État de revenir dans la dynamique interne. La vraie dynamique interne, c'est de récupérer d'abord les notables du coin qui ont le souci de leur coin. Regardez, dans tout endroit où le président veut poser des actes en tant que chef de l'État, il les pose avec des gens qui ne sont pas du coin. On lui dit que ce sont des traîtres, ce sont des infiltrés. Maintenant, vous qui n'êtes pas du coin, vous ne maîtrisez ni la géographie, ni la cartographie, ni le comportement des populations. Vous avez des exemples concrets? Beaucoup d'exemples, madame. Tout le staff qui traite le dossier de l'Est, en majorité, à plus de 80%, ils ne sont pas de l'Est. Ils ne sont pas de l'Est. Comment est-ce qu'ils comprennent? Ceux-là qui vont vers nos frères rwandais. Nos frères rwandais ont derrière eux James Kabarebe. James Kabarebe maîtrise la question congolaise depuis 30 ans. Mais ceux-là qui vont discuter avec les gens qui ont l'expertise de James Kabarebe, ils ont quelle expertise? Pendant combien de temps? Même les mêmes Julien Paloukou qui ont cette expertise-là n'accompagnent pas le ministère des Affaires étrangères. Les députés qui sont censés accompagner par leur commission défense et sécurité ou je ne sais pas comment, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas invités. Donc il y a des choses que nous en tant que commun du mortel, nous ne sommes pas obligés de connaître, qu'ils soient de la majorité, qu'ils soient de l'opposition. Mais comme eux sont de là, ils peuvent aider le gouvernement et la République. Mais, Monsieur Kassekwa, une situation aussi complexe, à chaque fois qu'on vous reçoit, évidemment, on évoque cette question, la question de la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. D'aucuns veulent prendre la situation sur le fait, c'est-à-dire il y a une rébellion avec l'FCM 23, mais d'autres encore veulent prendre la situation dans sa globalité pour parler de cette guerre qui a perduré pendant 30 ans. Aujourd'hui, quelle est l'approche convenable pour résoudre cette crise sécuritaire à court, moyen et long terme? Merci madame. Il faut bien poser le diagnostic. Bunagana, prise sous contrôle du Rwanda le 13 juin 2022, soit une année après l'instauration de l'état de siège. État de siège instauré à la suite de la détérioration extrêmement avancée de la situation sécuritaire à Beni et Ituri. Beni du fait de massacre des ADF, Ituri du fait de la dynamique des groupes armés locaux, Koteko, Zaïre, Tchiniatuna et autres. Aujourd'hui, vous avez bien dit, on ne parle plus de Bunagana, mais on ne parle plus de Beni, on ne parle plus de Irumu, on ne parle plus de Djougou. Pourtant, déjà dans cette zone-là, dont la situation préoccupante avait justifié l'instauration de l'état de siège, la situation s'est enlisée davantage. Les tueries des ADF se sont étendues non seulement de Beni, Ituri, mais tout Mambasa aujourd'hui est infesté, tout Lubero, la chefferie de Bapere, les chefs coutumiers étaient ici. Le mois passé, ils vous décrivent un calvaire. Le dernier statistique, en tout cas que j'ai eu de la part des chefs coutumiers, c'est que du mois de juin 2024 à février 2025, pas moins de 3000 habitants de la chefferie de Bapere, la seule chefferie de Bapere, ont été tués, égorgés. Et le massacre continue jusqu'à ce jour. De ce massacre-là, personne n'en parle ni à Doha, ni à Washington. Ce sont des frais généraux, charges et pertes diverses de la République. Alors,
non seulement dans cette zone-là, maintenant, M23 vient ressurgir à avril 2022. On en prend conscience avec la chute de Bunagana en juin 2022 et la nébuleuse s'est étendue. Aujourd'hui, le verrou qui protège le Katanga, c'est Uvira, et protégé du fait aussi de l'engagement des Burundais qui craignent pour leur sécurité. Et pas seulement là. Non loin de nous, qu'en est-il de Mobondo, dont on ne parle pas, actif dans 4 provinces maintenant. Vous avez le Maïnomé, vous avez le Kwilu, vous avez le Kwango, vous avez Kinshasa. Les Mobondo, j'ai suivi sur, je crois, 26 quartiers de Maluku. Vous avez autour de 11 quartiers qui échappent au contrôle du bourgmestre. Personne n'a pas. Maintenant, face à ce tableau, Doha est dans l'impasse. Washington, on ne sait pas qu'est-ce que Washington a produit. Quelle perspective? Pour moi, la perspective est tellement dangereuse que nous devons étendre la réflexion au-delà de la partie est de la République. Qu'advient-il si demain, après l'impasse de Doha, les verrous d'Uvira venaient à sauter? D'ailleurs, les dernières informations, en tout cas à ma disposition, c'est que la semaine dernière, le M23 a pris le contrôle d'une localité à 30 km de Minembwe. Manifestement, ils veulent se frayer un chemin vers Baraka, c'est-à-dire Fizi Centre. Et s'ils se fraient ce chemin-là, c'est en vue d'avoir le contrôle sur le lac Tanganyika, encercler Uvira, et peu comme ils l'ont fait en encerclant Goma. Et s'ils encerclent Uvira, ils se frayent un chemin vers Kalemi. Et par cette dernière position dont ils ont pris le contrôle, ils se frayent également un chemin vers Kindu, Maniema, sans oublier qu'ils ne sont pas loin de Walikale Centre. Walikale Centre qui ouvre vers Ubundu, Ubundu Kisangani. Et là, ce n'est que la menace M23 avec l'armée rwandaise. Mais n'oublions pas que une menace silencieuse, c'est celle de l'armée ougandaise. Depuis le mois de mars de cette année, l'armée ougandaise se déploie intensement dans la zone de Komanda, Mambasa, sans plus demander l'autorisation de qui que ce soit. Personne, même à l'état-major général, n'est en mesure de vous dire quel est l'effectif des militaires ougandais opérant sur notre territoire aujourd'hui. Et donc, ils progressent à silence des commandants vers l'axe Bafouassène de Kisangani. Et on peut bien négliger les communications par Twitter du chef d'état-major ougandais, mais ces communications rappellent la triste expérience de juin 2000 où l'armée ougandaise et l'armée rwandaise se sont disputés les contrôles des gisements miniers autour de Kisangani. Plus de 1200 compatriotes ont été tués. Et donc, ici, ils se disputent qui sera le premier, si jamais demain les offensives reprenaient, qui sera le premier à sauter sur Kisangani. Et si Kisangani est dans les viseurs, quelle est l'implication sur le reste de la province? Bref, la République est totalement à danger. Et nous devons tout faire pour réfléchir comment s'en sortir. Et pour s'en sortir, la première recette, à mon avis, c'est comment nous consolidons la cohésion nationale entre Congolais. Mais la question de la cohésion nationale, justement, c'est aujourd'hui un réel problème, parce qu'il faudrait le dire. Si d'un côté, on est en train de parler de la rébellion AFC M23, il y a l'opposition ici à Kinshasa et il y a l'opposition en dehors de la République. Cette opposition en dehors de la République, notamment, on voit Joseph Kabila qui a réuni certains opposants aujourd'hui dont les partis également ont été suspendus. Pour cette raison, on se dit finalement avec l'opposition interne, l'opposition interne et l'opposition armée, une configuration on ne peut plus complexe. Comment revenir sur cette question de la cohésion nationale? Monsieur Bosson.
Merci beaucoup, madame. Moi, je pense qu'il faut d'abord connaître la cause du problème avant de parler de solutions. Nous devons aider notre peuple. Nous devons aussi aider les gouvernants à comprendre la situation de la guerre aujourd'hui. J'ai toujours posé la question. Qui nous agresse? J'ai écouté, vous aviez parlé de la rébellion. Il n'existe pas de la rébellion, il y a une agression. Et qui nous agresse? C'est les Rwandais. Les Rwandais nous agressent. Les parents de Paul Kagame. Il faut connaître le mode opératoire des parents de Paul Kagame. Qui sont derrière Paul Kagame? Qui ont installé Paul Kagame au pouvoir? Avec quelle mission? C'est là où il y a le problème. C'est les États-Unis qui agressent la RDC, l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Ça, il faut connaître ça et fixer l'opinion. Pourquoi? Habyarimana, quand il a été assassiné, qui a formé d'abord l'armée patriotique rwandaise? C'est Museveni qui a formé et qui l'a amené M. Kagame au pouvoir. En amenant M. Kagame au pouvoir, il y a des contrats entre les démocrates américains et Paul Kagame dans la gestion de non-minéraux à l'est de la République démocratique du Congo. Premier objectif, former l'empire Imatuchi, c'est-à-dire prendre l'est du pays, annexé au Rwanda. Si cette stratégie ne tient pas debout, il faut déstabiliser toute la région pour empêcher les Chinois, les autres nouveaux acteurs d'accéder aux minéraux de la République démocratique du Congo. Qui a demandé que les interamouins entrent en RDC? Qui a donné pression, qui a exercé des pressions au président Mobutu? C'était les Américains, les démocrates américains, c'était la France, c'était l'ONU. Pourquoi quand il s'agit, voyez des alibis, on vous dit, nous cherchons les interamouins, les FDR, il faut que le gouvernement neutralise ces gens-là. Or, dans le cas de la RDC, la communauté internationale a organisé les dialogues intercongolais. Chose que ni l'ONU, moins encore les États-Unis, peut demander à Paul Kagame d'organiser un dialogue inter-rwandais. Pourquoi? Parce qu'il faut que les interamouins restent en République démocratique du Congo, fabriquer d'autres groupes armés pour déstabiliser cette région. En déstabilisant cette région, la région échappe au gouvernement et ils vont puiser facilement les minéraux de la RDC. Aujourd'hui, le gouvernement est dans le tableau de dire non, les accords. Nous attendons les accords. L'option des accords, les accords, ni Paul Kagame, moins encore ces éléments du M23, même les États-Unis, personne ne croit à des accords. Personne ne croit à des accords. Il y a eu les accords d'Arusha le matin et après-midi, de même jour, Habyarimana a été assassiné par l'armée patriotique rwandaise. C'est-à-dire, il est mort avec les accords. Pour nous, l'option des accords, l'option diplomatique, elle est meilleure. Mais cette action-là est secondaire. L'option militaire est principale partout au monde. Aujourd'hui, madame, vous voyez, notre diplomatie
a des difficultés à résoudre les problèmes. Pourquoi? Parce que les mêmes parrains de Paul Kagame, ce sont ces parrains-là que notre gouvernement est en train de les supplier pour mettre fin à la guerre. Or, entre les États, il n'y a pas des amitiés, il y a des intérêts. Ce sont les démocrates américains qui sont à la base de la déstabilisation de l'Est de la République. Bien que Trump peut être avec nous, Trump ne peut pas prendre la décision de jouer avec les intérêts des Américains. Mais justement, ces intérêts des Américains aujourd'hui, on parle d'une diplomatie agissante, c'est vrai, on le dit, cette diplomatie agissante peut apporter des fruits. On parlait de partenariat win-win avec les États-Unis d'Amérique, avec comme solution de résorber la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Pouvons-nous dire que c'était un leurre aujourd'hui, avec Doha qui n'évolue pas, qui est toujours dans l'impasse, mais également la question du dialogue en interne? Maître, bienvenue à vous. Merci beaucoup, désolé pour un retard que j'ai pu rencontrer. Je salue mes co-débatteurs ici que je découvre. Et prenant le train là où je le trouve, je note que vous vous interrogez sur l'avenir ou l'aboutissement des accords Doha, Washington et tout ça. Et vous semblez voir que ça serait un peu l'heure. Non, ce n'est pas mon analyse, dans la mesure où aujourd'hui, il y a les accords de Washington dont est garant les États-Unis d'Amérique, et en matière diplomatique ou en matière des affaires étrangères ou des accords internationaux, vous savez que la faiblesse du droit international, c'est l'absence de sanctions très contraignantes. Et donc le poids d'un pays pèse, et aujourd'hui nous avons les États-Unis qui nous suivent. Il faut faire la différence nette ou la séparation nette entre accord de Washington et accord de Doha, bien que les deux s'imbriquent, mais sont deux accords totalement différents. Quant à la question liée à la cohésion nationale dont j'entends parler autour de la table, c'est ça ce qui est l'heure. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on puisse dire qu'il nous faut une cohésion nationale. Aujourd'hui, les problèmes pour la résolution de la crise à l'Est, cela n'appelle pas un problème interne. Donc, ça serait une fausse analyse d'appeler au dialogue au niveau national, de créer des associations qui ne sont là que pour être la voix ou porte-voix de la rébellion. Je vais parler de ce qui a été créé récemment, Sauvons les Congo. Ça, c'est tout ça pour finir avec le même recette de dire qu'il faut le dialogue et qu'au final, qu'il y ait le gouvernement de salut public. Donc, les gens sont à la recherche des gâteaux. Donc, moi, je ne crois pas au problème de dire qu'il faut un dialogue national. Étant donné que la crise est externe, ce n'est pas le dialogue national qui remet fin à la crise. Et la crise qui est externe ne peut trouver de solution que soit sur le terrain diplomatique. Et je m'inscris en faux avec le deuxième intervenant que j'ai trouvé en train d'analyser que... Monsieur Bossois. Oui. Monsieur Bossois. Monsieur Bossois, enchanté Monsieur Bossois. Donc non, contrairement à ce que vous dites, une crise peut se résoudre soit de manière diplomatique, soit par les armes. Et l'option privilégiée a été toujours la diplomatie. Donc la diplomatie peut résoudre beaucoup de problèmes et que nous avons choisi d'être dans cette diplomatie agissante et qui donne ses preuves. C'est le schéma dans lequel s'inscrit le gouvernement actuel. Votre analyse, M. Bossois, partant de faits vers des années il y a 30 ans, je crois que cette analyse est déconnectée de la réalité parce que oui, si vous pouvez dire que les Américains ne sont pas avec nous, et les Anglais ni les Français non plus, mais vous-même vous entrez dans une contradiction en considérant que, avec raison, que les pays n'ont pas d'amis. Donc si les pays n'ont pas d'amis, il faut considérer que si les intérêts aujourd'hui commandent que ceux qui étaient avec le Rwanda hier soient avec nous, ben, il n'y a pas de problème. Donc dans votre analyse, il y a 30 ans plus,
je crois que c'est un peu déconnecté de la réalité. Aujourd'hui, il faut considérer que M. Tshisekedi a mis... M. Tshisekedi s'est mis debout. Il a eu à pointer du doigt notre agresseur et que la communauté internationale, aujourd'hui, sans équivoque, sans hypocrisie, tout le monde est d'accord que le Rwanda nous agresse. Et en considérant que les Rwandais nous agressent pour leur intérêt, ça signifie en clair parce qu'ils convoitent nos minéraux, bon, ayant compris qu'il faut mettre fin à ces minéraux du sang, les États-Unis, c'est par l'administration actuelle, parce que vous savez que l'administration aux États-Unis, ça change avec l'arrivée des présidents. Ce qui était l'administration Clinton n'est pas l'administration Trump, et je ne pense pas qu'aujourd'hui, les États-Unis trouvent un quelconque intérêt dans l'agression de la guerre de l'Est. Donc en conséquence, je pense que aujourd'hui, nous ne pouvons pas être pessimistes, nous devons saluer que les États-Unis nous accompagnent, que l'Union européenne ait compris enfin qu'il faut lâcher le Rwanda et se tourner vers nous, que les Qatariens, ainsi de suite. Donc voilà, il faut que nous sortions du pessimisme. C'est pour ça que nous avons, nous, en ce qui me concerne, mis en place, à la place de dire sauvons le Congo, nous avons dit défendons le Congo. Moi, j'ai mis en place un mouvement de défendre le Congo. Parce qu'ils disent défendons le Congo, leur objectif c'est de dire qu'il doit partir. Alors que ce n'est pas un objectif aujourd'hui. Mais justement, oui, vous aurez... Je voudrais d'abord fixer l'opinion, parce que lui, il est en retard de la compréhension de la géopolitique internationale aujourd'hui. Vous êtes en retard et c'est cette analyse qu'on n'avance pas. L'option diplomatique, elle est nécessaire dans tous les conflits à travers le monde. Mais au XXIe siècle, actuellement, il faut adapter les options qui peuvent nous ramener facilement la paix en République démocratique du Congo. C'est quoi comme option? S'il vous plaît, je vous ai écouté, mais je réplique pour vous dire que vous êtes en retard. Pourquoi? Même votre Sauvons le Congo, non, ou bien défendons, Sauvons le Congo, ou défendons le Congo. Ça, ce sont des options éphémères, idylliques, qui n'apporteront aucune solution. Pourquoi? Quand les États-Unis, pour leurs intérêts, à l'est de la République démocratique du Congo, il n'y a pas de démocrates, il n'y a pas de républicains. Tout le monde est uni pour défendre les intérêts. C'est à nous, les Congolais, de défendre nos intérêts. Quels sont nos intérêts? Nos intérêts aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les militaires rwandais qui sont à l'Est quittent le territoire congolais et rentrent chez eux. Ça, c'est nos intérêts. Quels sont les intérêts de la RDC pour le moment? C'est la cohésion nationale contre l'agression. L'unité de tout le monde contre l'agression. Laissez-nous vous répondre parce que... S'il vous plaît, vous aurez l'occasion. Mais moi, je dois vous fixer... Vous avez répliqué? Non, non, je dois vous fixer. Je suis fixé. Non. Il faudra comprendre les choses. Non. Il faut comprendre les choses. Il ne faut pas comprendre l'option diplomatique. Quand vous m'interrompez, je m'étais souffré aussi d'une seconde. Comme ça, nous allons faire le mouvement. Ce n'est pas entre vous deux, donc vous aurez le temps. Il ne faut pas me couper. Monsieur Bossa, là vous êtes en train de... On vous a accordé juste un moment, parce qu'on doit faire ce tour de table. Donc s'il y a également des réactions, vous aurez à le garder et réagir à votre temps de parole. Non, je voudrais... Oui, sinon là vous êtes en train d'épuiser votre temps de parole. Ah, c'est une option. C'est une option. Je dois respecter, mais il ne faut pas qu'on laisse le peuple dans l'imbroglio. Vous allez réagir. Vous aurez le temps de réagir également. Mais il y a un flou. Maître Oscar Moubia également aura... Je peux réagir dans mon temps de parole. Dans votre temps de parole, il n'y a pas de souci. Dans mon temps de parole. Il n'y a pas de souci. Voilà, cher monsieur. Là, vous êtes on accordait la parole à M. Mukelekele. C'est là qu'il a demandé qu'il puisse intervenir.
Donc, qui parle Monsieur Mukelekele. Justement, dans cette optique, on voit bien que là je dirais que c'est vraiment deux approches qui ne se rencontrent pas. Si d'aucuns estiment que la question de la cohésion nationale ne mérite pas d'être discutée en ce net moment, et l'opposition qui tient coûte que coûte à ce qu'il y ait dialogue pour revenir sur cette question de la cohésion nationale. Comment concilier les deux points de vue? Parce qu'au finish, comme M. Bossois l'a dit, lorsqu'il s'agit des États-Unis, il n'y a pas de républicains, il n'y a pas de démocrates. Pour expérimenter également cela ici en République démocratique du Congo, pour que les Congolais finissent enfin de parler le même langage sur cette situation. Le clan de l'Union sacrée s'enferme et inutilement. Quand on parle de dialogue, le dia, c'est entre deux. Et le dia, c'est entre deux personnes ou deux groupes qui ne s'entendent pas. Si vous vous entendez, à quoi servirait le dialogue? Donc l'union sacrée ne peut pas détourner l'attention de la population qu'ils ont un modèle à eux de dialogue. Non, il n'y a pas un modèle à eux. Le dialogue, c'est entre eux et ceux-là qui ne sont pas d'accord avec eux. Je ne veux pas faire l'avocat du vieux, mais il faut comprendre sa logique pour dire que toutes les options ne pourraient réussir que si on se mettait d'accord vers la cohésion nationale. Parce que ce qui nous bloque aujourd'hui réellement, c'est la cohésion nationale. Et Maître Moubiaï parle de comment votre plateforme là. Défendons le Congo. Mais en d'autres termes, quand nous voulons défendre le Congo, c'est pour qu'on fasse quoi du Congo? C'est pour le sauver. Si vous voulez défendre le Congo, après avoir défendu le Congo, vous allez faire quoi? Vous l'aurez sauvé. Je l'ai dit sur d'autres plateaux. Quand vous suivez Délice Sanga, vous suivez Jean-Marc Abound, vous suivez Martin Fayoulou, tout le monde va converger à sauver le Congo. Si vous suivez même l'Union sacrée, même le chef de l'État lui-même, son souci est de sauver le Congo. Donc il ne faudrait pas que Sauvons la RDC soit un fantôme, parce que ça viendrait d'une plateforme où Kabila se retrouverait. Non. C'est pourquoi je veux adhérer dans la logique du vieux, pensant que à un moment donné, nous devons ôter les orgueils que présente Maître Moubiaï. Ça, en politique, ce sont des orgueils inutiles. Mais c'est une option. Non, ce n'est pas une option, madame. Une option doit rencontrer l'autre option pour que nous trouvions la solution. Quand nous y allons en opposer comme ça, il n'y a pas d'option pour la RDC. Et voyez Boulos, et voyez tous les autres, ils chutent par quoi? Il faut un dialogue en interne, où il faut que la RDC, que le président organise un entretien, parce que le terme dialogue commence à faire peur. Il faudrait qu'il y ait une cohésion. C'est impossible d'avancer, madame, si on ne se mettait pas d'accord. Vous avez suivi l'honorable Kassekwa, le tableau qu'il a peint. Si à Doha, on ne considère que le M23, ça dit qu'on met de côté l'AFC, on ne considère que le M23. Le M23 dit quoi? Quand nous suivons les déclarations du M23, il y a les causes profondes à traiter. Quelles sont ces causes-là? La plus grande des causes, c'est la crise identitaire. C'est la plus grande des causes. Comment une crise identitaire? Ça veut dire quoi une crise identitaire? La crise identitaire, il y a ceux-là qu'on n'accepte pas, qui sont de l'identité congolaise. C'est qui? Ceux-là que vous rejetez, que ce sont ceux-là que vous rejetez, que ce sont des Congolais et qui ne sont pas Congolais, les Tutsis, les Tutsis congolais, les Benyamulenge. Très bien. Ça nous amène dans ce qu'on appelle la crise identitaire. Est-ce que dans mon temps de parole, je peux lui répondre? Est-ce que aujourd'hui, justement, cette question, je dirais le chef de l'État l'a clairement dit, les Nyamulenge sont nos frères.
ils ont combattu pour la République démocratique du Congo. Est-ce que ça peut poser un problème aujourd'hui? Madame, ça ne pose aucun problème, mais quand on attaque Minembwe, quand on attaque les gens au niveau de Ituri, c'est une catégorie des gens que sur Ituri, on refuse même que ces gens-là traversent dans Ituri. C'est un problème. Le général Gassita, qui a un frère dans le gouvernement, il est nommé par le président de la République. Mais il arrive à Ituri, on lui pointe du doigt que tu n'es pas les nôtres. Même s'il ne serait pas de l'Ituri et qu'il serait d'une autre région en République démocratique du Congo, c'est un militaire FARDC. Ça dit que les populations, voyant ce militaire FARDC, devaient laisser ce militaire faire son travail. Mais la population va l'aider comment? Du moment où vous, les politiques, vous êtes analyste indépendant, où les politiques reviennent... Il n'est pas indépendant. Où les politiques reviennent sur les faits tels que Bazaba Rwandais. Aujourd'hui, il suffit d'avoir une morphologie automatiquement. Voilà. Même à Kinshasa, ils ont été traqués. Voilà. C'est vrai, c'est des réels problèmes. Mais maintenant, comment dissocier les deux? Parce qu'au finish, cette question du Rwanda, l'ennemi c'est le Rwandais, l'autre c'est le Rwanda. C'est la politique qui l'alimente. Tout à fait. Cette question était résolue. Cette question était résolue. Cette question était résolue à Sun City. Et eux, des l'UDPS, ont accompagné le RCD Goma. Et à Sun City, on est arrivé à résoudre cette question-là. Parce que l'UDPS, avec le président Tshisekedi, avait accompagné le RCD Goma. Parce qu'il y avait cette crise identitaire. Et la constitution actuelle a résolu cette crise-là. On s'est référé à 1960. Tout celui-là qui se trouvait sur le sol congolais à l'époque était congolais. Mobutu en a traité et on a terminé cette question avec la série des Bisegimana et les Rugiza et tout ce monde-là. Donc même Mobutu avait résolu cette question-là. Joseph Kabila a adhéré dans la logique de Sun City pour résoudre cette question-là. Mais eux accusent aujourd'hui Joseph Kabila d'être celui-là qui a amené l'infiltration. Mais quand à Sun City, on traitait cette question-là, Joseph Kabila n'avait pas de Rwandais. Son père est mort parce que les Rwandais devaient partir. Et lui, Joseph Kabila, étant président de la République en 2003, en envoyant la délégation à Sun City, il n'y avait pas de Rwandais dans notre armée, dans notre gouvernement, dans tout, entre guillemets. Les gens qu'eux accusent des Rwandais. Je termine par là. Oui. Madame, ça dit que cette question était résolue. Le mixage, le brassage est une proposition des Sun City, du MLC, du RCD et tout ce monde-là. Ce sont eux qui ont amené des frères en armes vers les FAC. En composant les FAC avec tous les groupes armés, on a formé les FARDC. Il y avait la police nationale. En venant à la police nationale congolaise, c'est-à-dire la police nationale intégrée, c'était parce qu'on devait prendre les autres éléments des groupes armés pour former la police. Même la garde républicaine, nous avions la GSSP. Pour que ça passe à la garde républicaine, les différents présidents, Bemba, Ruberwa et tous ces mondes-là, ont amené leurs composantes. Et on a créé la JR. La JR, ce n'est pas une armée à Kabila comme on accuse aujourd'hui. C'est une armée nationale, et un exercice national que eux n'arrivent pas à comprendre. Et on est en train de tuer notre armée parce qu'on trompe et on détourne l'attention disant qu'il y a infiltration dans notre armée. Non, comme on a brisé Sun City, on est retourné avant 2023. Nous sommes dans cette logique. C'est pourquoi j'ai posé le vieux dans la logique de la cohésion nationale. Ce qui nous a amenés à Sun City, c'était la cohésion nationale. Quand nous sommes tombés d'accord sur la cohésion nationale, quand vous lisez le préambule de notre Constitution, vous comprendrez que le préambule nous présente la cohésion nationale. Mais maître, monsieur Kassekwa, si on doit parler de l'histoire de la République démocratique du Congo,
on doit parler de la politique, parce que c'est vrai, vous êtes de cette partie qui est occupée, sous occupation également, des rebelles, mais en même temps, vous êtes politique aujourd'hui. Comment dissocier les deux? Parce que le langage, le message que perçoit la population, c'est que le Rwandais nous a infiltrés. Ils sont partout en République démocratique du Congo. Cette question des Nyamulenge, cette question revient à tout bout de champ. Aujourd'hui, la question surgit encore avec l'agression rwandaise. Comment dissocier les deux? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si l'on veut revenir sur cette question de la cohésion nationale, ça veut dire qu'il faudrait aussi compter avec les frustrés. J'évoque la question de la cohésion nationale partant de ce que la Bible dit. Un royaume divisé ne peut pas survivre. Et aujourd'hui, la menace est tellement forte que nous sommes devant un danger existentiel. À 2000 km de Goma ou de Ituri, peut-être on a du mal à comprendre quels sont les sentiments qui habitent ces pasteurs de Kassindi, de Butembo, de Bunia ou de Goma aujourd'hui, lorsque il fait les statistiques que du fait des ADF, la moyenne des personnes tuées est de 416 personnes le mois. 416. En 2022, j'étais encore à l'Assemblée, nous avons fait le monitoring et nous avons répertorié 5046 personnes tuées rien que pour l'année 2022. Et lorsque vous prenez la moyenne, vous êtes à 416 le mois. Et ça depuis 10 ans. Et j'ai rencontré des pasteurs. Un pasteur me dit, Jean-Baptiste, nous sommes de plus en plus convaincus que Kinshasa ne saura pas nous sauver, ni des massacres des ADF, ni de l'agression rwandaise. Et le pasteur me pose la question, dit, mon fils, nous sommes placés devant un dilemme où, étant donné que nous n'attendons plus rien de Kinshasa, nous nous posons la question de savoir si nous saurons nous adapter à la domination rwandaise ou à la domination ougandaise. Voilà l'état d'esprit qui transperce les populations. Et ça, c'est un leader qui a été à la première ligne de la résistance contre l'agression ougandaise en 99-2000-2022. L'église de Butembo s'est levée. C'est par là qu'est parti les symposiums pour la paix. On a pressé Mbusa Nyamwisi à faire alliance avec Kinshasa et on a rétabli l'axe de la réconciliation. Aujourd'hui, dans cette zone-là, des leaders d'opinion de cette trempe se disent on ne sait plus rien attendre de Kinshasa. Ça, c'est dans cette partie. J'en viens maintenant à Goma, à Bukavu. Des populations venues de là, il y a un mois, sont partis voir le VPM de l'intérieur ici. Et ils décrivent leur calvaire pour sortir de Bukavu. Parce que Bukavu, Goma, c'est tout le monde qui voudrait sortir. C'est insupportable. C'est l'oppression que l'on a du mal à décrire. Et ceux qui ont le minimum pour sortir de Bukavu, vous quittez Bukavu, vous passez par Ruzizi, vous allez au Rwanda, Rwanda, vous allez à Tanzanie, Tanzanie, vous venez à Bujumbura, Bujumbura, vous venez à Uvira. Parce qu'il faut avoir un document signé par l'autorité de la zone gouvernementale. Si de Bukavu, vous prenez un vol Kigali ou même à Tanzanie pour Kinshasa, arriver à l'aéroport d'Engili, on déchire votre document, on vous qualifie de Rwandais. Ici, c'est à l'aéroport d'Engili. Et donc, vous êtes obligé de faire toute cette navette-là pour aller à Uvira, obtenir un document. Et quand vous avez obtenu ce document, vous arrivez à Kinshasa. Même malgré ça, on déchire les documents. Et je disais, j'ai rencontré 19 Congolais qui sont partis rencontrer le ministre de l'Intérieur. Pour lui dire, ils sont originaires de Massissi, mon territoire. Ils n'ont même rien que rwandophone.
Encore que nous avons des rwandophones congolais. Ce sont des Houndés. Ils sont partis voir le ministre de l'Intérieur pour lui dire, nous sommes arrivés à tous les services pour obtenir le passeport, nous sommes bloqués, on nous qualifie de Rwandais. Il leur a fait une lettre. Malgré la recommandation du VPM de l'Intérieur, arrivé au service de renseignement, on a dit, vous venez d'où? Et pour l'identité de l'air, on a vu le nom, il s'appelle Mirindi. On dit, dans votre nom, il y a R, Mirindi, donc il faut oser la Rwanda. Ce sont des petits actes comme ça qui détruisent la cohésion. Et j'ai rencontré ces gens-là qui se disent, mais finalement, d'où nous viendra le salut? Nous fuyons l'agression pour venir à la capitale de notre pays. Et nous sommes de ceux qui ont résisté parce que on peut bien chanter à Kinshasa. Kinshasa n'a pas résisté autant que ces populations de Rutshuru. Moi, j'ai été à Rutshuru au mois de mars, je termine par là maintenant. Oui. J'ai rencontré les jeunes de Rutshuru en août 2022. On n'était pas encore conscient de la gravité de la menace. Et ils me racontent comment le colonel Ndoumé a été tué. Comment les militaires rwandais ont encerclé son corps pour que le cadavre pourrisse. Et les populations de Rugari révoltées. Ils disent, nous, c'est un colonel congolais, nous ne pouvons pas tolérer une telle humiliation. Les jeunes gens ont pris les armes. Ils se sont battus, ils ont fait fuir les militaires rwandais. Ils ont récupéré les corps du colonel Ndoumé, ils l'ont remis au FRDC, et c'est ainsi que Ndoumé a été enterré à Rumanga Boka militaire. Mais justement... Donc, et malheureusement, quel est le traitement réservé à ces populations-là? Rien du tout. Rien du tout. Et quand ils arrivent ici, ils sont même traités de Rwandais. On a du mal. Quelle est la considération en termes d'assistance humanitaire réservée à ces déplacés? C'est comme si cette partie de la République n'existe pas. Et on peut se complaire, on a détourné. Kaza a dit, l'ancien ministre des Finances a témoigné. Des millions arrivent, on se les partage d'abord. Et l'un a dit, bon. Honorable, ça c'est une discussion émotionnelle. Donc, c'est là que j'ai dit, c'est justement, on note cette question-ci ne devait pas, ça ne se pose pas en termes d'opposition majorité, c'est une question existentielle, la nation est en danger. On peut bien se complaire qu'on va jouir du pouvoir jusqu'à 2028, mais arrivé à 2028, pendant que les Nord Kivu et les Sud Kivu ne sont pas libérés, que devient le reste de la République en 2029? Mais, M. Bossoa, justement, on revient sur cette question, la question de la cohésion nationale. C'est vrai qu'on est en train de parler de la partie occupée, les accords qui sont en train d'être négociés et des parts et d'autres. C'est justement pour recouvrir la paix et permettre à la population de retrouver cette paix qu'ils sont en train de chercher par-ci, par-là. Aujourd'hui, si l'on revient sur cette question de négociation en interne, c'est aussi ça le nœud du problème. Qui fera partie de ces négociations et pour quel but? Parce qu'au finish, le pouvoir le dit, la plupart des dialogues, c'est justement pour le partage de pouvoir. Oui, madame, je pense que le chef de l'État, il est le père de la nation. Il n'est pas le président de l'IDPS ni de l'Union sacrée. Et d'ailleurs, si on comptait seulement de l'IDPS, le président ne pouvait pas être élu président de la République. Il est président de la République, même la société civile l'avait voté. Et l'option aujourd'hui, les gens qui disent nous ne voulons pas le dialogue, vous ne voulez pas le dialogue, quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour récupérer Goma, récupérer Rutshuru, récupérer Bunagana, récupérer Bukavu? Il n'y a pas des options. Les gens sont en train de tourner, faire des voyages à Doha, à Washington. Et Washington vous dit ceci. Il ne faut pas embrouiller le peuple, ni l'État. Washington est clair. Il faut le dialogue. Et d'ailleurs, les textes de... Avec qui? Écoutez, messieurs. On discute. On ne discute pas quand quelqu'un parle. Non, un peu de respect. Je vous respecte beaucoup. Oui, mais il faut attendre votre tour.
On parle de choses sérieuses. On ne parle pas du fanatisme. Quand vous sérieux. parlez défendant le Congo, défendant le Congo. Mais il y a des gens qui défendent le Congo, les Wazalendo. Ils ont pris les armes pour défendre le Congo. Mais on ne parle pas des Wazalendo, même dans aucun texte. Non. Aucun texte qu'on parle des Wazalendo. Allez-y, on va vous répondre. Et on parle seulement des M23, et on parle de AFC et gouvernement. Ça, c'est fausser les nôtres. Quand les gens étaient à Sani City, RCD Goma et les Maïmaï étaient là, comme composantes. Aujourd'hui, personne ne peut parler du M23 en négociation, exclure les Wazalendo. Le peuple organisé pour défendre leurs terres. Cette option, le gouvernement doit prendre au sérieux. Parce que vous pouvez signer vos accords là-bas. Et si les Wazalendo qui sont armés disent nous ne connaissons pas là, vous allez exterminer le peuple congolais organisé pour défendre leur patrie. Je pense que à Doha, le texte qui est là, article 14, dit négociation, dialogue. Parle de dialogue. À Washington, on parle de dialogue. Moi, j'ai dit seulement au chef de l'État. Pas à tout le monde qui sont là pour essayer de tromper, donc énerver la vérité. Parler au chef de l'État que le dialogue est nécessaire, indispensable pour revenir à la paix. Parce que le complot est international. Le complot est international. Le monsieur vous dit, non, nous sommes avec l'Union européenne. Enfin, non, vous êtes, ça, non, vous dites, vous sommes. Non, ne dites pas ce que je dis. Non, non, vous aviez dit okay. Les États-Unis et autres. Et moi, j'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Il y a un accord qui n'est pas encore rejeté entre l'Union européenne et le Rwanda pour l'exploitation de nos minéraux. Les députés de gauche, nos camarades, au niveau de l'Europe, qui vous a dit qu'ils sont vos camarades? Ils disent, moi je suis communiste, monsieur. J'ai des députés communistes qui sont en train... Vous vous trompez. Vous ne connaissez pas... On n'est pas dans un échange. Vous ne connaissez pas comment... S'il vous plaît, il faudrait pas du tic au tac. Non, je parle. Moi, je réfléchis. Je réfléchis. Je ne suis pas là pour faire le fanatisme ou l'opportunisme. Je parle des choses. Si je dis camarades, il y a des députés camarades. Les Raoul, les Botega sont mes camarades. Que j'ai milité avec eux. Que vous ne pouvez pas parler de ça. Et je voudrais vous dire ceci. Il y a des députés de l'Union européenne, de la gauche européenne, parce que je suis de l'axe de la gauche authentique. Les députés qui demandent à leur gouvernement de résilier tous ces contrats qu'ils ont signés avec le Rwanda pour l'exploitation de nos minéraux. Madame, vous pouvez aller à Doha, vous pouvez aller à Washington, mais s'il n'y a pas la cohésion nationale, l'unité de notre peuple pour faire face à l'agression, on est dans une fausse piste. Alors la vraie piste, la vraie, je reviens, madame, je dois conclure. Concluez parce qu'on doit également lui accorder la parole. Premièrement, quand je donne au gouvernement les exemples qui sont palpables, lorsque Israël a bombardé l'Iran, il n'y a aucun texte qui a parlé de cesser le feu. L'Iran a répliqué aussi par l'option militaire et il y a eu cessé le feu. Aujourd'hui, l'option de négociation ou le dialogue, c'est une option. Mais il y a une autre option, c'est qu'il faut d'abord, entretenir les Wazalendo, armer les Wazalendo, leur donner les munitions, leur donner à manger et leur permettre d'agir, d'opérer pour récupérer certains territoires qui sont occupés par les rebelles. On signe à Washington, mais j'ai toute une liste de villes, de villages qui ont été occupés par les M23 avec les Rwandais au moment qu'il y a eu encore des accords
là-bas au niveau du Rwanda, mais justement, au niveau de Washington. Maître Oscar je pense Moudiane, l'unité nationale est nécessaire. Quand on parle de dialogue, très souvent le langage c'est on va dialoguer avec qui? Qui détermine les degrés de dialogue lorsqu'on parle de cohésion nationale? C'est pas finalement tous les Congolais? Bon, voilà. Je crois qu'à la table, nous sommes à 4. Vous constaterez que les 3 parlent le même langage sur le dialogue. Ok? Et j'espère que j'aurai... C'est juste des analyses. On ne détermine pas qui est pour ou contre. Chacun a son temps de parole. Oui, mais la question est, faut-il dialoguer ou pas? Donc, nécessairement, ceux qui sont pour le dialogue, ils sont les pour. Et ceux qui sont contre, ils sont contre. Sur la table, il y en a 3 qui sont pour et je suis contre. Maintenant, oh, monsieur, ne vous agitez pas, on va vous répondre calmement. Parce que moi, j'ai dit nous dialoguons. Vous voulez le dialogue et vous n'êtes pas capable de dialoguer. Quand on fait le débat, c'est un dialogue. Pas de sourds, évidemment. On est dans un choc d'idées d'où va jaillir la lumière. Mais quand nous analysons des choses, comme vous avez dit que nous parlons de choses très importantes, il faut sortir de l'émotion. Et donc, à votre question pertinente, on dit, comme Mukeleke l'a dit, dialogue c'est entre deux personnes qui ne partagent pas de même idée. Non, c'est ça déjà, le postulat de dialogue est déjà fauché. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous retrouver en opposition de vision concernant la guerre de l'agression. C'est ce que l'on a dit ici quand on prenait l'exemple des Occidentaux. Quand le pays est agressé, il n'y a plus de clivage des partis politiques. Il n'y a plus de philosophie. Nous devons tous, comme un seul homme, parler le même langage pour bouter l'ennemi dehors. Donc, dire que les opposants ont dit non, ils n'ont rien à dire. Ce n'est pas une dictature. C'est une manière de leur dire, s'ils ont quelque chose à dire, c'est de s'associer, d'accompagner le chef de l'État pour bouter l'ennemi dehors. Mais eux viennent vous dire, dialoguons. Vous dialoguez de quoi? La difficulté est celle-ci. Comme M. Bossoa, voilà. Voilà, M. Bossoa. Désolé si j'ai massacré votre nom. Quand on parle de dialogue, c'est pour résoudre une crise interne. Parce qu'on ne s'accorde pas sur la gouvernance du pays. Le débat là est normal, légitime. Mais ici, nous ne sommes pas face à une crise interne, nous sommes face à une crise externe. Nous pouvons beau et bien nous entendre ici. Le rebelle n'a pas pris l'arme parce que les Congolais ne s'entendent pas. Donc il ne faut pas tomber dans les pièges du Rwanda pour faire de la crise de la guerre de l'Est comme étant un problème des Congolais entre eux, c'est que les Rwandais disent. Et les opposants qui disent ça, avec leurs amis ici autour de la table, font le jeu du Rwanda. Le problème n'est pas un problème entre Congolais. En conséquence, la cohésion nationale n'est pas rompue entre Congolais. Et nous ne sommes pas agressés parce que nous ne nous entendons pas entre nous. N'allez pas nous dire qu'au Rwanda, les Hutus et les Tutsis sont en cohésion nationale. Nous ne les avons pas agressés pour autant. Donc voilà, c'est en cela qu'on dit, quand on pose un diagnostic, on prend une option, dans ce que vous disiez, monsieur, qui puisse apporter une solution au problème. Et vous ne pouvez pas donc prendre une option pour résoudre une crise interne par rapport à un problème qui soit extérieur. Non. Voilà, je crois que cela est compris. Maître Oscar, oui, voilà notre divergence. Par rapport à cette question, oui. Aujourd'hui, si on doit parler de résoudre la question sécuritaire, oui. Vous allez convenir avec moi que lorsque vous parlez, par exemple, de Corneille Nangaa, c'est congolais. Qu'il faille aujourd'hui, après avoir résolu la question de la crise sécuritaire, tenir compte de cela également. Aujourd'hui, la question de qui va m'empêcher de changer la Constitution, vous oubliez que c'est là également a été l'une des causes qui a permis aujourd'hui à l'opposition de se soulever pour ne pas partager le moins point de vue, alors que l'on parlait encore sécurité, on parlait encore la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Nous vous y répondons calmement, aisément, et nous vous prions de nous accorder un peu de minutes, autant que mes co-débatteurs,
par ailleurs, qui parlent le même langage à 3. Donc, résolvons des choses simplement et clairement. Première question, par rapport à la cohésion nationale, nous disons que le dialogue n'est pas opportun. Non pas parce qu'on ne veut pas du dialogue, mais simplement, le dialogue n'est pas une solution à la crise extérieure. Qui nous fait l'agression? C'est le Rwanda avec ses supplétifs, les Nanga que vous citez et les M23. Dire qu'il faut dialoguer, je ne pense pas qu'aujourd'hui, Nanga, quand il va apprendre que M. Mossoa a été reçu par le chef de l'État en dialogue pour la cohésion, Nanga va demander à ses troupes mais arrêter la guerre parce qu'à Kinshasa, on s'entend. Donc le dialogue, ici, notre cohésion nationale, qui n'est pas rompue, ne va pas pousser aux rebelles et au Rwanda de ne plus nous agresser. Dire ça, ce n'est pas connaître les causes profondes de la guerre. Les causes de notre guerre d'agression pour le Rwanda, c'est à la recherche, n'est-ce pas, du pillage de nos richesses et à la recherche de l'espace vital. Pour ceux qui ont suivi le Rwanda, les Congolais de mauvaise qualité, comme dirait mon jeune Delphin, belle expression qu'il a trouvée, ce sont ces gens-là qui ont pris les armes contre leurs frères. Et ces gens-là, s'ils ont pris les armes contre leurs frères, c'est à la recherche de la conquête du pouvoir par les armes. Voilà les objectifs de ceux qui nous agressent. Maintenant, dire que nous allons trouver solution entre nous ne pourra pas amener le Rwanda de renoncer à ses intérêts qui consistent à nous piller. Dire que mettons-nous d'accord ne va pas résoudre la question de l'appétit du pouvoir et une cloutonnerie de ce qu'on appelle rebelles. Voilà. Donc, si Nanga apprend qu'aujourd'hui, l'Union sacrée et l'opposition se sont mis d'accord, Nanga ne va pas dire on arrête la rébellion. Il faut qu'on sache de quoi l'on parle. Maintenant, une fois qu'on a élagué cette question de dialogue, ah ben on va vous dire, ben, à Doha on dialogue. Mais à Doha on ne dialogue pas avec les Congolais qui sont restés fidèles à la République. On dialogue avec des rebelles, parce que c'est avec eux qu'il faut trouver une solution. Et dans la diplomatie, une guerre prend fin, soit par le dialogue, soit par les armes. Et ce qui est privilégié, c'est le dialogue. Mais maintenant, vous avez M. Bossoa qui vous dit, mais dans la diplomatie du XXe siècle, donc il faut privilégier la guerre. Je ne sais pas où il a appris la diplomatie du XXe siècle. La diplomatie, c'est d'abord la solution diplomatique au lieu de la guerre. Alors, donc, et puis quand on parle de guerre, où se trouve la guerre? L'Europe. Ben, écoutez, monsieur, vous avez parlé des options, mais vous prenez la mauvaise. Il n'y a aucune option en diplomatie aujourd'hui de dire faisons la guerre. L'Europe ne fait plus la guerre. En dehors de ce qu'il y a entre Russie et l'Ukraine. C'est l'exemple patent de la guerre, de l'agression. Vous êtes déconnecté de la vérité. Ce n'est pas J'ai cru comprendre. J'ai cru comprendre, monsieur. J'ai cru comprendre. Sincèrement, ce n'est pas. Non, non, moi je suis en train de répondre. Oui, terminez parce qu'on est complètement épuisé et puis on va faire le tour de table pour les derniers. Donc j'étais en train d'élaguer cette question de dialogue. J'étais en train de démontrer par rapport à Honorable Kassenga, qui a bien parlé, c'est vrai, nous comprenons son émotion, mais il ne faut pas être dans une émotion qui démontrerait comme si les gens de nos frères et sœurs de l'Est auraient été abandonnés par le pouvoir. La réponse est non. Non, monsieur. S'il n'y a pas... Mais vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu, madame. Protégez-moi. Concluez, monsieur. Non, mais vous voyez que je suis interrompu. Monsieur Moubiaï, concluez parce qu'on a il n'y a pas de gens qui sont restés attachés à la nation que nos frères et sœurs de l'Est. S'ils se sentaient trahis, comme vous dites, eh ben, aujourd'hui, le Congo serait parti. Donc, ces gens, nos frères et sœurs de l'Est, sont attachés. Maintenant, il peut y avoir des soucis, mais malgré leur sacrifice, malgré l'horreur qu'ils sont en train de vivre, qu'ils ne condamnent pas les rebelles en soutane, parce que vous décrivez l'horreur. Nous n'avons vu aucun rebelle en soutane qui allait palper à Goma, parce qu'ils y étaient à Goma, au lendemain de la prise de Goma, où il y a eu l'horreur. Ils n'ont jamais dit qu'ils étaient horrifiés. Mais quand il a fallu condamner un rebelle,
Ils disent qu'ils ont été refiés. Et enfin, parlons des rebelles. Mais ces gens de Nairobi, mais ils sont autour de la table avec comme chef un homme condamné par la cour d'ordre militaire comme un rebelle en tant que tel. Mais si vous allez vous réunir avec un rebelle, vous êtes rebelle. 2, ils sont autour de la table avec qui? Les fugitifs de la justice, condamnés, ils ont fui après avoir pillé le pays. Vous allez entendre quoi de ces gens-là? Et donc la différence entre nous, quand nous disons défendons le Congo, ça c'est un devoir citoyen. Vous prenez l'article 63 de notre Constitution, qui dit quoi? Tout citoyen a le devoir de défendre. Donc, M. Mukele-Kele, défendons le Congo et sauvons le Congo, ce n'est pas la même chose, monsieur. Défendons le Congo est un devoir citoyen constitutionnel. Mais sauver le Congo, même si le résultat peut paraître le même, nous ne sommes pas un pays qui est en train de se noyer. Nous sommes un pays debout et nous devons rester tous debout. Et enfin, vous comprenez que j'ai fini par vous démontrer, vous me faites passer pour un homme de l'Union sacrée. Monsieur, je ne suis pas l'Union sacrée. Je suis un citoyen libre et je vous démontre avec argument, monsieur. Ne venez pas avec un narratif de ce qu'on vous met dans la bouche par l'opposition. Laquelle opposition qui n'est pas capable, qui veut ouvrir le dialogue, eh bien, vous voulez ouvrir le dialogue, voilà ce que le chef de l'État a dit. Vous voulez le dialogue commencer par condamner l'ennemi. Et autour de la table, je lui ai posé 3 fois la question de dire qui nous agresse, il a été en capacité de citer les Tutsis directement. Et donc, monsieur, par rapport à votre question d'identité nationale, et j'en finis par là. Mais monsieur, savez-vous que nous avons 252 tribus au Congo? Savez-vous que nos frères de Bazongo, je crois, ils ont la langue commune avec l'Angola. Joachim Momba, l'Angola a pris les armes contre nous pour dire que vous êtes en train de maltraiter les Bazongo. En Zambie, vous avez compris. Donc, arrêtez votre affaire-là de Tutsis qui sont en train de nous manipuler. Heureusement que madame journaliste a été très vigilante et vous a rappelé que le chef de l'État a été le premier et on s'en est moqué par les opposants que vous soutenez quand il a dit que les Tutsis c'était nos frères. Monsieur Oscar Moubiaï, je vous dis grand merci, grand merci. On a largement épuisé les temps. Je vous dis grand merci. Je rappelle également que vous êtes avocat. Je aussi grand merci à M. Mukele-Kele, analyste, également M. Bossoa, qui est secrétaire national du Parti communiste, secrétaire général, Parti communiste en République démocratique du Congo, mais également M. Thierry Kassekwa, expert, plutôt Jean-Baptiste Kassekwa, j'ai mélangé M. Thierry et M. Kassekwa. M. Jean-Baptiste Kassekwa, député honoraire et membre du parti SID. C'était un réel plaisir de partager ce moment. Voilà un peu en général, on a l'image de la situation en République démocratique du Congo. Oui, tous veulent la paix, tous parlent de la paix, tous veulent sauver et défendre la République démocratique du Congo. Oui, nous avons de cette paix pour nous développer et nous ne pouvons que souhaiter la paix et c'est justement de cœur avec les populations de la partie est de la République démocratique du Congo. Nous vous disons grand merci de nous avoir suivis.